Si on peut associer telle ou telle musique à une époque ou à une autre, c'est surtout une question de style. Parce que les styles portent la marque des époques, ou plutôt des grands bouleversements de ces époques-là. Pour ce qui est de la musique occidentale, par exemple, la standardisation de la notation musicale va permettre beaucoup plus de complexité, notamment dans l'écriture à plusieurs voix. Parce que de transmettre comme ça à l'oral une mélodie, ça passe toujours, mais pour un motet à 40 voix, c'est une autre paire de manches. L'invention de l'imprimerie, quelques siècles plus tard, va permettre aux influences de bouger beaucoup plus et à partir de là, l'érudition des uns va se mêler à la sensibilité des autres et en portant une attention particulière à la philosophie qu'on trouve ici, aux ornementations qu'on trouve là-bas, la musique va gagner en hauteur et surtout en couleur. Les grandes révolutions vont ensuite affirmer le nationalisme et comme ça exacerber la place du folklore en musique. Les grands conflits mondiaux vont conférer à la musique un sens du drame qu'on ne lui connaissait pas et l'avènement de l'électricité va lui donner des sonorités inouïes. Mais même des inventions et des événements qui ont a priori aucune connotation musicale peuvent laisser leurs traces sur une partition. La sirène d'un bateau, le sifflement d'un train, c'est un peu comme le chant d'un oiseau et comme lui, s'ils se font entendre dans l'arrière-pays, ça devient une voix de plus dans nos topophonies. Aussitôt qu'on a pu boucler le chemin entre la gare de Saint-Pétersbourg et celle de Pouchkine, Mikhail Glinka s'est empressé d'écrire ce qui serait la plus vieille chanson à propos d'un train en 1840. 4 ans plus tard, c'était au tour de Charles-Valentin Alcan de composer sa célèbre et très complexe étude, Le chemin de fer, une étude sur laquelle plusieurs pianistes ont d'ailleurs déraillé. Et 2 ans encore après, c'était au tour d'Hector Berlioz de créer Le chant des chemins de fer, une impressionnante cantate pour l'inauguration de la gare de Lille. Et cette inspiration-là va durer des décennies durant, puisque un siècle plus tard, Pierre Schaeffer allait rabouter des échantillons sonores de bruit de train pour créer la première pièce de musique concrète, l'étude au chemin de fer, l'ancêtre le plus lointain de la musique électronique actuelle. Et évidemment, l'incidence du train en musique dépasse largement le rythme des bielles et des pistons puisqu'il a permis aux artistes de s'affranchir du studio et de composer comme ça en plein air entre la ville et la campagne. Mais avant de faire monter en voiture le baryton basse Marc-André Caron et son acolyte, le guitariste David Jacques, je vous propose d'arrêter à la prochaine station pour partir à la rencontre de notre historienne en résidence, Catherine Ferland, qui va nous rappeler le déploiement du réseau de chemin de fer sur notre territoire et surtout l'impact que ça a pu avoir sur les grandes villes et sur les plus petites communautés entre leurs gares respectives. C'est en Angleterre, en 1825, qu'on inaugure la première véritable voie ferrée au monde. Inspiré par les rails miniers qui empruntent, eux, aux ornières des voies guidées de l'Antiquité gréco-romaine, le chemin de fer qui relie les mines de Stockton et le port de Darlington fait 19 km. Dès l'année suivante, en 1826, un excentrique homme d'affaires de la région de Kingsley Falls fait construire des rails de bois pour relier son site d'exploitation forestière à la rivière Saint-François, 6 km plus loin. Mais exception faite de cette extravagance tirée par des chevaux, il faudra attendre une dizaine d'années pour que la fièvre du chemin de fer et des locomotives qui contaminent l'Europe se transporte ici. Financée par le brasseur montréalais John Molson, la première véritable voie ferrée construite au Canada est la Champlain and St. Lawrence Railroad, qui reliait la Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui s'étirera ensuite jusqu'à l'État de New York. Elle est officiellement inaugurée le 21 juillet 1836. Catherine, les premières occurrences du chemin de fer sur notre territoire, on les a documentées un peu comme des coquetteries de gens un peu excentriques, bien fortunés. Mais à quel moment est-ce que
le train devient une véritable alternative qui s'impose véritablement au Québec? Au Québec, c'est vraiment à partir des années 1860 qu'on va voir s'installer le réseau de chemin de fer comme on le connaît. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est très progressif. Au départ, c'est surtout, c'est drôle à dire, mais la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, vraiment toute la région de la Montérégie, on va développer davantage pour des buts précis de transport et tout. Au nord, ça se complique un petit peu. Hein? Le littoral est beaucoup plus accidenté, c'est tout en dents de scie et ça demande vraiment des investissements, des capitaux et une volonté politique, on va le dire, avant de démarrer quelque chose d'intéressant sur la rive nord du Saint-Laurent. Et cette volonté politique-là, elle doit être associée en quelque sorte à un certain colonialisme. On veut pénétrer le territoire et le développer davantage? Oui, au départ, c'est intéressant parce que la première initiative sur la rive nord, ça va être un train qui est associé, et c'est drôle à dire, mais à la vie spirituelle. En fait, c'est le train de ce qu'on appelait la Bonne-Sainte-Anne. C'était une ligne qui reliait Limoilou, Edléville dans le temps, jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré pour amener les pèlerins qui désiraient aller rendre grâce à Sainte-Anne. Et donc, c'est vraiment cette première initiative-là qui va, en quelque sorte, ouvrir la voie, dans le vrai sens du terme, la voie ferrée sur la rive nord, entre Québec et progressivement Charlevoix. Ensuite, on va se rendre compte que ça serait peut-être intéressant de mieux desservir la région de Charlevoix. Et là, c'est là qu'intervient un bonhomme que tout le monde connaît dans la région, c'est Rodolphe Forget, qui est à l'époque très, très impliqué, qui se fait élire en 1904 sur la promesse, justement, de développer davantage le réseau ferroviaire jusqu'en Charlevoix. Il va même fonder sa propre entreprise de chemin de fer. De nos jours, on dirait, ouais, c'est un peu louche, là. C'est le politicien lui-même qui démarre une entreprise et qui, finalement, se donne le contrat. Mais à l'époque, il semblerait qu'on avait moins de scrupules dans ce sens-là. Et donc, on va développer, avec l'entreprise de Rodolphe Forget, le tronçon. Donc, progressivement, on va grignoter, si on peut dire, du territoire jusqu'à se rendre éventuellement à la Malbaie en 1919. Donc, à ce moment-là, on a presque 150 km de voies ferrées. Et ces 150 km-là, quelle est la vocation de ce chemin de fer-là? On n'est pas encore dans le tourisme, là. Pas encore au début. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'essentiellement, c'est pour amener des travailleurs. Et au départ, ça semble drôle, mais pour amener les gens travailler à développer le chemin de fer, il fallait les amener par charrette tirée par des chevaux. Donc, on amenait des hommes, des équipes, on amenait de la dynamite, on amenait des matériaux. Et progressivement, comme ça, on construisait. Donc, au départ, c'est économique, c'est politique. Puis éventuellement, bien, il y a la préoccupation touristique, évidemment, qui va se développer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le long de ce trajet-là, il y a des villages qui vont tout à coup se développer autour de la gare et qui vont offrir des infrastructures pour accueillir les touristes qui vont être de plus en plus nombreux à vouloir essayer le train. Donc, vraiment, il va y avoir cette perspective-là touristique qui tout à coup va s'ouvrir pour la région de Charlevoix. Et j'imagine qu'avec le développement d'autres moyens de transport beaucoup moins coûteux, beaucoup moins difficiles à entretenir, notamment le camionnage, on se retrouve à avoir davantage de chemins de fer inutilisés et c'est là qu'arrive véritablement le boom du chemin de fer touristique. Oui, en fait, la première véritable initiative touristique, c'est en 1984. 1984, on est dans le 450e anniversaire de la venue de Jacques Cartier et pour mémoire, c'était l'époque des grands voiliers. Donc, un événement international, on savait que ça générait énormément d'attention sur la région de Québec et toute la région périphérique de la grande capitale nationale. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ce prétexte-là pour emmener les gens jusqu'en Charlevoix? Et c'est là qu'on a développé ce qu'on appelle le fameux tortillard du Saint-Laurent. Donc, ce train touristique qui partait justement des chutes Montmorency et qui s'en venait jusqu'en Charlevoix. Donc, 1984, 1985, après 2 ans, bon, ça coûte cher à entretenir, évidemment. On va mettre ça sur pause pendant quelques temps. On va le réessayer quelques années plus tard. Mais ça va être quand même un peu difficile. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance dans ma famille, à l'Ange Gardien, de voir passer le train. Puis ma cousine Annie qui me disait « Regarde, c'est le tortillard ». Donc, je me souviens très, très bien de ça. Et donc, après quelques temps, on va décider de laisser tomber cette initiative-là, malheureusement, qui était beaucoup trop coûteuse. Et ça va un peu tomber sur pause là, pendant un certain temps, jusqu'aux années 2010, là, où on va avoir un essor nouveau autour du train touristique. Et c'est ce train-là qui nous a menés jusqu'à toi aujourd'hui, Catherine. Merci beaucoup pour ces informations-là. On est très heureux, en fait, d'avoir appris que M. Forget, du domaine Forget, grand mélomane, est aussi associé au chemin de fer. Comme ça, la musique de Marc-André Caron et de David Jacques qui va résonner dans le train aura une résonance historique inattendue. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Formé auprès de Sylvain Landry, Marc-André Caron a fait ses débuts comme soliste en 2007 dans l'opéra King Arthur de Purcell, au domaine Forget.
Depuis, le baryton charlevoisien a tenu plusieurs rôles à l'opéra, notamment à l'Opéra du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de même qu'à l'Opéra de Québec, duquel il fait également partie du chœur. Depuis 2013, il est un proche collaborateur de Tempête et Passion, un organisme de diffusion de l'art lyrique de Québec qui a notamment pour mission de contribuer au perfectionnement de la relève par un programme de mentorat et qui a agi à titre de facilitateur pour la performance d'aujourd'hui. Son accompagnateur attitré, le guitariste de grande réputation David Jacques, signe également l'arrangement des 2 pièces interprétées. Son plus récent album, 15 histoires de guitare, est disponible depuis la fin du printemps sur l'étiquette Atma. Marc-André, question d'évoquer le dépaysement, le bout du chemin de fer, le voyage. On s'est proposé du Ralph Vaughan Williams. Qu'est-ce qu'on va entendre et qu'est-ce que ça apporte comme message, ces 2 pièces? Let Beauty Awake, on parle d'un voyageur qui est devant une admiration totale de la nature 24 heures sur 24. Le voyageur trouve la beauté à travers tout. Et il ne voit pas le jour et la nuit comme une rivalité, mais plutôt comme des vieux amis qui s'embrassent l'un l'autre lorsqu'ils se remplacent. Whither Must I Wander, qui arrive un peu plus tard dans le cycle, là, pour la première fois, il regarde en arrière. Quelques références pourraient être la maison de son enfance, la maison qui existe toujours, mais qui est maintenant habitée par les oiseaux qui se réfugient dans la cheminée maintenant froide, et que le voyageur, lui, continue sa route sans arrêt et ne peut arrêter. Il y a quelque chose dans cette introspection-là, dans la poésie aussi, qui est très, très bien portée par le fait que ce soit écrit pour baryton, une voix plus grave. Jusqu'à quel point ça sied bien à ta voix? Il y a des voix qui se portent mieux à d'autres répertoires que d'autres. Comme par exemple, on va souvent entendre La Belle Meunière de Schubert, fait par un ténor, mais on va entendre Winterreise, Le Voyage d'hiver, par un baryton. Je ne sais pas si les barytons, on est condamnés à voyager sans pouvoir jamais arrêter, mais la couleur de la voix se porte bien à quelque chose d'un peu plus, on pourrait dire un peu plus rough, un peu moins raffiné qu'un ténor, on va dire. Ton répertoire, à toi, il est surtout opératique, on te voit sur scène. Comment est-ce qu'on aborde la art song? Comment on aborde les leaders? Est-ce que ça change véritablement l'interprétation, la préparation? La préparation reste la même. Mon prof a toujours dit qu'une art song, qu'une mélodie, qu'un lead en fait, est un opéra de 3 à 4 minutes. De faire de la mélodie nous permet d'aller chercher des nuances plus subtiles. Également, le fait de le faire avec guitare, ou je devrais dire de le faire avec guitare et train, donne quelque chose d'intéressant. C'est vrai que le train, dans ce cas-ci, devient un peu comme un instrument, une espèce de ground qui est là tout du long. Jusqu'à quel point ça peut teinter l'interprétation quand on est véritablement dans l'action, véritablement dans la scénographie qui est pratiquement, qui fait partie de la philosophie de la composition? Disons que il y a des endroits pires pour chanter que de regarder par la fenêtre dans Charlevoix, même si, de toute façon, j'habite dans Charlevoix depuis 20 ans, donc je suis un gars de la place. Mais juste de faire ce voyage en train, c'est des paysages que je vois tous les jours, mais juste de le voir d'un autre angle, t'as vraiment l'impression de voyager. On aura donc inscrit ce répertoire-là dans le ciel de Charlevoix. C'est formidable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci aussi à David Jacques, à l'accompagnement, à la guitare. On propose ça. Je suis certain qu'il n'y aura pas un plus beau mariage possible pour les gens à la maison. Ça va aller de soi, cette rencontre-là. Merci. Must I wander? Anchor my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wise man was the shade of my roof tree. The true word of welcome was spoken in the door.
days of old, with the faces in the firelight. Kind folks of old, you'll come again no more. Home was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the window bright glittered on the moorland. Song, tuneful song, built a palace in the wild. Now when day dawns on the brow on the moorland, lone stands the house and the chimney stone is cold. Lone let it stand, now the friends are all departed. The kind hearts, the true hearts that love the place of old. Spring shall come again, calling up the moorfowl. Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers. Red shall the heather bloom over hill and valley. Soft flow the stream through the even flowing hours. Feather they shine as it shone on my childhood. Fair shine the day on the house with open door. Birds come and cry there and twitter in the chimney. But I go forever and come again no more. Let beauty awake in the morn from beautiful dreams. Beauty awake from rest. Let beauty awake for beauty's sake. In the hour when the birds awake in the break, and the stars are bright in the west. Let beauty awake indeed from the slumber of day, awake in the crimson eve, in the days duskend, when the shades ascend. Let awake to the kiss of a tender friend, to render again and receive. Terminus, on est descendu et au bout du rail, on réalise que le train est à la fois le plus romantique des moyens de transport et une ciboulette de grosses trompettes. Et en ces deux qualités-là, il trouve un écho véritable chez Vaughan Williams, si bien que le souvenir qu'on va en garder est celui d'une rencontre encore plus naturelle que ce qu'on pouvait espérer au moment où on a poinçonné nos billets. On espère que la magie a su voyager jusqu'à vous et on se dit à très bientôt pour une autre topophonie.